Bienvenue comme chaque année au CES. Pour ceux qui vivent dans une grotte, le CES est le plus grand rassemblement à Las Vegas autour de l'électronique et de l'informatique. C'est plus de 300 000 m² ici, c'est équivalent à 42 terrains de football. On va voir un tas de technologies, des écrans, des PC portables, des PC gamers et surtout des innovations de fou. On y va Mathis? On va essayer de trouver les meilleurs produits et les pires produits. C'est parti, on fait un petit tour, venez avec nous. Alors là, c'est un truc de fou. On a un écran de chez Samsung 1040 Hz en HD, donc en 720p ou QHD 600 Hz. C'est ce que je vous disais. C'est quoi cet écran de malade? Ça sert à rien. Honnêtement, 1040 Hz, c'est impossible de voir. On avait testé un 750 Hz et au-dessus de 500 Hz, on voyait pas la différence. Après, le PC qu'ils ont mis chez Samsung affiche que 200 FPS. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu dommage. Ils auraient dû prendre un petit PC flop parce que là, il y a que 200 FPS sur Battlefield. Bon, tester un écran 1000 Hz sur un jeu à 200 FPS, pas très utile Je quoi. sais pas ce que t'en penses, mais je trouve les couleurs un peu dégueu. Ouais. Après ici ils sont vraiment focus sur la fréquence et c'est vrai que c'est incroyable parce que même le dual mode qui permet d'avoir du QHD 600 Hz c'est déjà extrêmement bien et au moins on peut profiter des deux. Alors qui va voir la différence? À part si vous êtes vraiment habitué et que vous jouez vraiment à des jeux ultra compétitifs, je pense que ça n'a pas vraiment d'utilité de jouer sur un 1040 Hz, mais aujourd'hui c'est le plus rapide. En tout cas, on n'a pas le prix, mais je pense que ça coûte plus de 1000 €. Mais pourquoi ils ont pas, tu vois, ils ont fait QHD 600, 720p 1000, pourquoi ils ont pas fait un 1080p 800 Hz? Parce que jouer en 720p, c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est dégueulasse. Alors, on le voit, hein. C'est horrible. Toujours une course au Hertz, mais pour avoir une qualité dégueulasse, bon. Ça vaut pas la peine. Mathis, mais réveille-toi, on a toute une journée au CES, qu'est-ce que t'attends? C'est le jet lag, je suis explosé. Ça, c'est parce que t'as pas dormi sur un Emma matelas. C'est vrai que chez moi j'ai un matelas et ma matelas et c'est même pas parce que c'est vieux et sponsorisé par ma matelas, c'est juste vraiment j'ai voulu investir parce que le sommeil c'est hyper important. Il y a comme par exemple le matelas Original 2 qui est élu meilleur choix par l'UFC Que Choisir en mars 2025. Il fait quand même 22 cm d'épaisseur s'il vous plaît, avec 3 zones ergonomiques. Moi, c'est celui-là que j'ai. Ou sinon on a le matelas Hybride 2 qui est le meilleur matelas testé en France en 2025 avec 5 zones de soutien quand même. Et il est un peu moins cher parce que ça peut quand même monter assez cher. Après, autant investir dans son sommeil, c'est hyper important de pouvoir dormir. En plus, un matelas, vous pouvez le garder pendant des années. D'ailleurs, tous les matelas de Emma Matelas sont garantis pendant 10 ans. Si vous savez pas lequel choisir ou alors que vous hésitez un petit peu et que vous voulez le tester avant, il y a 100 jours d'essai et un retour gratuit si jamais vous n'êtes pas content. Donc, vous pouvez littéralement regarder pendant 3 mois, voir si ça vous convient. Et si vraiment ça vous convient pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les renvoient, mais c'est possible. Si vous n'avez pas envie d'investir dans un matelas, c'est quand même un sacré investissement, mais que vous voulez changer par exemple vos oreillers, Emma Matelas propose le Nuage Elite. Alors ça, c'est la perfection. On a tout simplement un effet, une sensation zéro gravité et surtout, vous pouvez régler la hauteur de l'oreiller. Ça, c'est un peu leur best-seller quoi. Et si vous voulez bien dormir sans vous ruiner, sachez qu'il y a les soldes d'hiver, donc c'est maintenant ou jamais, du 7 janvier au 3 février. Vous pouvez profiter des remises jusqu'à moins 50%, surtout qu'il y a un code de moins 10% qui s'applique en plus. C'est quoi? C'est simple, c'est French Hardware, 10% sur un matelas, ça fait beaucoup. Hein. C'est pas mal. En tout cas, nous on va prendre sur nous malgré le manque de sommeil et on est reparti. On va faire le tour du CES, marcher 30 000 pas et trouver tous les produits intéressants à voir. C'est parti! Vous pensiez que 4 000 € pour une carte graphique c'était déjà abusé? Ici, MSI nous propose la meilleure des cartes graphiques, l'évolution ultime de la 5090, la Lightning Z. C'est exceptionnel. En gros, Lightning, c'est une édition un peu limitée chez MSI. Et depuis 2009, ils font des éditions comme ça. Moi, je les adore. C'est magnifique, c'est ultra limité. D'ailleurs, on peut voir ici sur la carte qu'on a la 3e sur 1300. En fait, on n'a que 1300 exemplaires à travers le monde. Et on a tout simplement une RTX 5090, 32 Go. Déjà que ça devient compliqué à trouver. Mais alors, ce modèle-ci, il est juste magnifique et hyper rare. Et c'est la première Lightning de la série à être avec un I/O externe. D'habitude, c'était toujours avec des ventilateurs. Ici, on a bien du coup les deux tubes de water cooling et le radiateur de l'I/O 360 mm qui est juste là. Ils ont voulu passer un gros step et marquer le coup en passant du coup sur un refroidissement liquide. Et en vrai, ça fait la différence. Elle monte encore plus en gamme. Déjà qu'il y avait la Supreme Liquid qui était la carte graphique la plus chère de chez MSI en I/O, une des 5090 les plus chères du marché. Là maintenant, on a la Lightning Z qui est encore au-dessus. Et on en parle de l'écran parce que là, on parle de la carte. Mais Oui, regardez-moi cet écran. C'est un écran de 8 pouces qu'on a ici. Alors, soit on fait du monitoring comme on peut voir avec les températures, les fréquences. Bon, là, on voit qu'elle est qu'à 47 watts d'utilisation. Ou bien on peut carrément mettre des vidéos. Moi, j'imagine le gars qui a son écran sur sa carte graphique, son écran sur son water cooling, son écran sur sa carte mère. J'avoue que c'est un peu trop, mais on est un peu dans l'ère des écrans. Donc pourquoi pas quoi. Et on va aller voir là-bas parce qu'il y a le PCB, le split qui est ouvert. Mais avant ça, déjà, le packaging. Oh. Ici, on est sur la version 1. C'est la 0001 sur 1300. On est bien sur le tout premier modèle. C'est quand même beau l'hardware quand tu vois ça. Tu dis franchement, moi j'adore déjà la MSI Expert, on l'avait vraiment trouvé jolie. Mais alors ça, c'est vraiment le caviar, c'est du caviar. Après, ça coûte le prix de 2 PC gamers. Hein. Oui, bon. Voire 4. Ou plutôt de 10 PS5, bon, c'est pas grave. Alors ici, on a la partie démontée comme on peut voir, on a un peu le squelette de la carte. Donc le radiateur, jusqu'à là, c'est un water cooling. Les palmes, on voit qu'elles ont été revisitées
luminosité, pas de RGB sur les ventilateurs, vraiment hyper simple, mais avec des Simple. pales qui remontent comme ça légèrement. J'avais jamais vu ça pour le coup. Et surtout, on voit en fait que le cover doit pas coûter grand chose en usine. C'est juste du plastique, un petit écran. C'est alimenté en type C ici sur le côté. En soi, c'est rien de très compliqué. Après, il est quand même beau, il est assez quali. Ici, par contre, la chambre à vapeur et le refroidissement, j'ai jamais vu ça. C'est ultra lourd. Je sais pas combien ça pèse. J'irai au moins à 2-3 kg. C'est du full cover Coldplay, donc là on est vraiment sur ce qui se fait de mieux en refroidissement. Hyper lourd, il y a un gaz qui circule tout à l'intérieur pour refroidir. Pas de métal liquide, on a demandé, de la pâte thermique. Dommage. Au moins c'est plus sécure si on la démonte ou quoi. Et alors le PCB qui a été retravaillé. Le PCB custom de la 5090 comme on peut voir ici. On est à plus de la 5090 habituelle. Tout a l'air normal, sauf que on a 2 connecteurs 12 pins sur le côté. Alors normalement maximum les connecteurs 12 pins ça peut alimenter jusqu'à 600 watts. Ici ils nous ont dit que c'était 2 de 500. Donc en gros au total on peut avoir jusqu'à 1000 watts de consommation sur la carte graphique, qui est vraiment énorme. Les deux bases, la consommation de cette carte graphique déjà c'est 800 watts, c'est déjà beaucoup plus que la 5090 de stock et ça permet du coup d'aller beaucoup plus loin en termes de performance dans l'overclocking, etc. En parlant de l'overclocking, un truc qu'on trouve un peu bizarre par contre sur le site et tout. Bon là ils l'ont pas mis en grand, tu vois, mais on voit qu'il y a un mode XOC BIOS où c'est un peu le mode extrême d'overclocking et ça peut monter jusqu'à 2500 watts. Mais là avec Mathis on a un peu du mal à comprendre parce que ok, 2 ports 600 ça fait 1200, le port PC Express bon à la limite 1003. Ouais. Mais pas 2005. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Je pense qu'il y aura un kit d'adaptation en plus pour avoir des connectiques supplémentaires. Mais en tout cas, ça restera un truc ultra minoritaire et exclusif. Déjà, avec 1000 watts au total ici, on est déjà très très large. Surtout que si vous la débridez à 2500 watts, vous perdez la garantie constructeur. Oui. Donc on vous conseille pas de la faire, surtout sur une carte comme ça. À 6000 €, tu réfléchis à 2 fois. En se baladant au CES, on a vu le stand Ugreen, qui est quand même la marque, on peut le dire, qui a explosé ces dernières années. À la base, ils sont connus pour leurs chargeurs, mais ils ont été plus loin parce que là, ils ont sorti leur NAS. On vous l'avait présenté, on pouvait mettre 4B, on avait testé et on l'utilise tous les jours pour la chaîne YouTube. Et là, ils ont sorti le Master NAS, le IDX, qui est juste énorme. Là, on a encore plus de disques. On a jusqu'à 6 disques et on peut monter jusqu'à 196 Tera directement à l'intérieur. Et c'est vraiment pas de la merde. Regardez, on a même un Ultra 7 comme processeur interne directement dans le NAS. On a un petit écran de contrôle ici. On peut absolument tout monitorer, tous nos disques, la température, les connexions, etc. Après, c'est pour un usage encore plus professionnel. En soi, nous, celui-là, il nous convient déjà et c'était vraiment le tueur de iCloud. Parce qu'on s'est rendu compte que sur long terme, c'était quand même moins cher d'avoir son stockage en local directement plutôt que de payer un abonnement. Moi, ce qui me fume, c'est la RAM. En ce moment, c'est la pénurie, tout le monde galère. Et eux, tranquille, ils te mettent 64 Go en LPDDR5 avec 128 Go de SSD. En fait, un NAS, c'est un PC. Vous pouvez faire votre propre NAS chez vous. C'est quasiment mais un là, serveur. t'achètes ça, t'es tranquille. En fait, il y a des modes d'IA qui permettent de rechercher, par exemple, une photo, un document. Il y a même un chat avec l'IA, donc ça s'appelle Ulia sur Ugreen. Et vous lui demandez ce que vous voulez. Cherche-moi tel document. Et vous pouvez même résumer vos fichiers audio. Donc, si vous faites une réunion ou quoi, vous mettez dans le NAS, ça résume, ça sort un texte. C'est super pratique. Comme on vous l'a dit à la base, on a découvert Ugreen par rapport à leurs chargeurs, etc. Maintenant, ça fait 2 ans qu'ils font des NAS. Mais un nouveau truc aussi, on ne savait pas, ils font des caméras et ils font pas des petites caméras. Regarde celle-là. Celle-là, les petites, on va dire. Et regardez celle-là. Oui. C'est vraiment de la caméra sérieuse. Et là aussi, ils ont une fonctionnalité IA à l'intérieur. En fonction de comment vous disposez vos caméras, etc. Si jamais il y en a une qui capte un mouvement, directement la prochaine s'allume et vous pouvez traquer à distance les mouvements, etc. Par exemple, si vous avez des caméras extérieures comme celle-là. Franchement, c'est stylé. C'est une nouvelle gamme de produits de la part d'Ugreen. Alors, on les a pas encore testés. On aimerait bien les tester un jour. Si jamais Ugreen passe par là et que vous les envoyez, n'hésitez pas. Et Ugreen, ils sont connus pour leur chargeur. Là, on a un 300 watts qui est vraiment, mais petit. Nous, on a l'ancienne version qui est quand même assez lourd, assez énorme. Alors, on a un écran carrément. Bon, là, malheureusement, on ne peut pas le voir. Et on peut charger jusqu'à 8 appareils. Donc, on a 8 ports au total. Bon, pas que des MacBooks qui prennent 100 watts. Mais par exemple, si vous avez des AirPods, un MacBook, une caméra, peu importe, c'est super pratique. Surtout en voyage, nous, on plug à une prise et on met tous nos appareils. Ça va super vite, quoi. Après le lit superposé, on est sur le PC superposé. C'est un peu parfait pour nous deux, Mathis. Exactement, c'est PC pour les jumeaux, regardez-moi ça, c'est en une seule chambre, il n'y a aucune discontinuité. Comme ça, on pourrait croire qu'on a mis 2 boîtiers Aquarium Micro ATX l'un sur l'autre. Et maintenant, c'est un seul boîtier et franchement, il y a de la place. On a 12 ventilateurs, on a de quoi mettre 2 water cooling de 240 mm ou bien un 360 et un 120. Et surtout, niveau carte graphique, on n'est pas limité. Et franchement, moi je pense que c'est le retour des doubles configs. Là, ça vaut vraiment la peine. Super boîtier, hyper original et c'est pour ça qu'on aime le CES. Ouais, très stylé, sobre, efficace. En passant entre les allées, on est tombé sur le stand de Bolt Graphics. Pour ceux qui sont abonnés à Mémoire Vive, notre podcast avec Aurélien, abonnez-vous. Vous savez qu'on en a parlé et en fait c'est un nouvel acteur, on a Nvidia et AMD et là on a une nouvelle marque qui sort de nulle part et d'ailleurs on a trouvé ça très bizarre. Oui. On s'est dit comment est-ce qu'une marque peut créer des cartes graphiques, en plus une marque canadienne. Ouais, surtout qu'en plus ils vendaient rien sur leur site à part du merch, donc la marque a même pas encore lancé de carte graphique, qui vendent déjà du merch en parallèle. C'était un peu bizarre mais en vrai ça a l'air vraiment sérieux. Ici on a trouvé le stand et on a eu l'explication. En gros c'est pas vraiment comparable aux cartes graphiques de chez Nvidia, RTX ou quoi, mais ils essayent de se concentrer sur
sur certains usages très spécifiques. Par exemple le pass tracing, et ils ont un partenariat avec Disney et avec Pixar pour montrer le calcul et les rendus en temps réel au niveau de la lumière. Ils ont aussi fait des benchmarks où ils sont excellents en FP64, qui est très utile par exemple pour la recherche. Là c'est ce qu'ils nous expliquaient ici, en gros c'est des simulations d'ondes magnétiques, etc. Alors là clairement ça nous dépasse totalement, c'est plutôt du gaming, même si ils ont aussi mis gaming sur leur panneau. Oui, donc il y a un monde où on pourrait jouer quand même. Après, ce qui est un peu chelou, c'est qu'il n'y a toujours pas le produit physique. Moi, j'aurais bien aimé voir un peu à quoi ça ressemble. Ils disent que ce sera sorti en 2027 plus ou moins. Bon, on verra. Oh, tu sais quoi, on va suivre ça. Est-ce que ça arrivera vraiment ou c'est pas? Après, venez voir ici, il y a le split, on vous le mettra à l'écran. En gros, c'est quand même intéressant l'approche parce que c'est vraiment rien à voir avec les cartes graphiques qu'on a aujourd'hui. Il y a de la RAM SODIMM, donc de PC portable qu'on peut venir plug directement pour étendre la capacité totale de la carte graphique. On a bien de la LPDDR5X autour de la puce ici. La puce, elle est comparable à une puce ARM et elle permettrait de faire tourner Linux. Donc en gros, c'est pas simplement une carte graphique, c'est un vrai PC en entier. On a le port Ethernet, on a les sorties HDMI, on a l'alimentation en PCI Express. En gros, il y a tout pour en faire un simple PC, même si elle peut aussi être utilisée comme simple carte dans un autre PC. Ça peut aussi être du standalone et être un PC à part entière. Moi, je dis affaire à suivre. Moi, je propose qu'on continue la visite au CES. Il y a quand même marqué là, regarde, 2300 Go directement dans leur carte la plus haut de gamme qui sortirait dans quelques années. Bon, est-ce que ce sera vraiment le cas ou pas, je sais pas. En gros, comme tu peux les mettre à la chaîne, dans un serveur 2U, tu pourrais mettre jusqu'à 9 Tera de RAM. C'est énorme et en vrai, dans certains usages, c'est intéressant. Donc pourquoi pas. C'est pas vraiment un concurrent Nvidia, c'est plus une autre manière de voir la carte graphique. Et en vrai, ça pourrait marcher. Hein. Ils ont un peu créé un PC en forme de carte graphique, quoi. C'est un peu ça. Ouais, en gros. Alors là, je pense qu'on est sur le meilleur produit du CES. Clairement, moi, c'est le produit qui me choque et c'est là que je me dis qu'on est dans le futur. C'est magnifique, c'est la meilleure des technos. On a un écran, un PC portable. C'est incroyable. Avec un écran qui se déroule et qui s'agrandit. C'est le Lenovo Legion Pro Rollable, en gros enroulable. L'écran, il peut passer de 17 pouces à 24 pouces en s'élargissant en live, en direct. On vient de demander comment ça marche et en fait c'est hyper intéressant. C'est une dalle OLED enroulée à l'arrière. C'est un peu comme si vous aviez un parchemin que vous pliez vers l'arrière. En fait le cadre est fixe et la dalle se déplie. On le voit un petit peu quand on l'enroule, quand on le rapetissit ou quand on l'agrandit. On voit légèrement sur le coin que c'est un peu courbe. En fait c'est quand ça s'agrandit, il faut appuyer sur FN deux fois ici à gauche et on a l'écran qui rentre. Au plus petit c'est un 16 pouces 16 dixièmes et au plus large c'est quasiment un 24 pouces 24 dixièmes et il y a même un entre-deux. Il y a une sorte de 21 pouces 21 neuvième. Mais moi je me dis là c'est sur un PC portable, mais imaginez sur un vrai écran gamer où tu peux choisir entre du coup 16 neuvième et 21 neuvième, ce serait trop bien. Ouais, et surtout là ce qui est cool c'est que tu peux le transporter du coup. Que là tu l'ouvres pour jouer et quand t'as fini tu le rajoutes. C'est du génie. Ça prend pas plus de place. C'est bon, moi je sais pas ce qu'on va voir l'année prochaine, c'est pas possible. Là franchement ça c'est le meilleur produit CES. Et là on a le cousin, le même, mais qui s'étend vers le haut, c'est un truc de fou. Déjà quand il est replié, vous avez un écran tactile à l'arrière avec plein de widgets, etc. Ce qui peut être très pratique même quand le PC portable est fermé par exemple. Mais le plus beau c'est pas ça. À l'avant, on dirait que c'est un PC portable normal, mais il y a une petite touche. On passe son petit doigt juste au-dessus. Oh là là là. Et là ça monte à la verticale. Ça devient une tablette, un écran à la verticale. Et regardez à l'arrière. C'est incroyable. En vrai l'écran devient beaucoup plus grand. Il est même pas si épais que ça. Et à l'arrière on peut voir les finitions. Et là on voit tout le mécanisme. C'est juste magnifique. Hein. Ah c'est incroyable. Alors là on a trouvé le mini PC, le moins mini de la Terre. C'est tout simplement chez Geekom, on a le A9 Mega qui est juste énorme. Bon, c'est aussi signification de bonne performance. Vous avez parlé du DGX Spark dans une dernière vidéo. Allez la voir, vous l'avez pas vu. Ça coûtait 4200 €. Là, on a un cher. modèle moins cher qui fait presque tout aussi bien. Niveau spec, c'est du très lourd. Déjà, on est sur le Ryzen AI Max 395. On a 140 watts de TDP et on a 128 Go de RAM unifié. Donc 64 Go utilisables par le processeur. Et puis par la carte graphique, la partie graphique intégrée, on a 64 Go qui lui sont alloués aussi. Et c'est la 8060S de chez AMD. Un très bon mini PC. C'est plus que pour du gaming. Là, c'est clairement pour l'utilisation LLM par exemple. C'est là que la RAM unifiée est intéressante. D'ailleurs, il n'est pas encore sorti. On a demandé, ça sortira courant l'année prochaine. Ça va quand même coûter 1900 $. Après, j'ai envie de dire, c'est pas trop cher. Ça reste 128 Go déjà de RAM, on est déjà à 1000 $. Donc ça va. C'est ça. Quoi. En vrai, on s'en sort bien. Aussi un truc intéressant qu'on a ici chez Geekom, ils viennent d'être annoncés, c'est les nouveaux processeurs, que ce soit chez AMD ou chez Intel. Ici par exemple, on retrouve déjà le nouveau processeur AMD Ryzen AI, c'est le 9HX 465, on était au 365 avant. Alors déjà que les anciens étaient assez bons, on espère que ceux-ci seront aussi bons. On les a pas encore testés du coup comme ils ont été annoncés hier, mais ils sont déjà disponibles sur les stands et de l'autre côté on a les Intel. On verra ce que ça donne en termes de performance. Pourquoi pas tester le tout gros sur la chaîne, mettez en commentaire, on pourrait comparer. En soi pour du gaming ça doit marcher. Hein. Geekom s'est aussi lancé dans les PC portables. En vrai, il y a un marché, bon, il y a beaucoup de compétition entre Apple, Asus et tout. Ils ont tenté un truc, un châssis full métal. C'est incroyable. Ils prennent pas de risque, la qualité elle est insane et surtout le poids. Il est hyper léger, c'est un truc de fou. On a un écran incroyable dessus, on a un écran OLED 2,8K. Surtout que le prix est encore assez correct. Ici on est sur 1300 $ pour un Ultra 9 et on a la version en Ultra 5 qui est à moins de 1000 $ à 999 $. Franchement, vraiment pas mal. On a le petit capteur d'empreinte et tout. En soi, il a tout d'un bon PC portable, ultra léger et pas cher. Alors ici, je vais me prendre un petit café parce qu'on leur a filé de l'argent là. On avait acheté l'écran Hand Gamer et on l'a retrouvé juste ici. C'est exactement le même. Comme quoi, on s'est
s'est fait chier à aller l'acheter en Chine par une livraison pyramidale Ah et oui, tout, oui. alors qu'il fallait juste venir au CES et on pouvait le tester. C'est donc le 750 Hz qu'on avait testé avec Scream. On vous remet la vidéo si vous voulez la voir, mais il y a mieux. C'est ça, il a marqué des esprits cet écran déjà. On n'avait pas trouvé trop de défauts honnêtement. Et là, les petits coquins, ils nous ont sorti mieux que 750 Hz. On a vu chez Samsung qu'il y avait 1040 Hz. Là, on a 1080 Hz. Mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu veux faire de plus que ça? Ça, c'est le vrai flex, tu vois. Moi, je ne vis que pour ça. En fait, quand Windows n'arrive pas à afficher 1080 Hz parce qu'ils n'ont pas prévu ça, c'est là que tu te dis que la technologie c'est beau quoi. Après bon, c'est du 720p, on voit la qualité, c'est impossible de faire du 1080p 1000 Hz, mais c'est fou de se dire que c'est là réellement l'écran le plus rapide du monde. Hein. Même s'ils ont éteint Samsung quoi. Ah, c'est incroyable. Et je pense qu'il a un dual mode parce qu'il veut aussi du 540 Hz du coup en 1080p. C'est incroyable. Oh, attends, test UFO. Bon, par contre, c'est dommage parce que le test UFO fonctionne pas vraiment. En fait, ça dépend aussi de la puissance du PC. Ouais. Et là, il prend que 439 Hz du coup. Par contre, c'est méga fluide, hein. C'est super net. Ah, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. On vient de demander le prix du coup, c'est aux alentours des 1000 $. Donc si ça arrive en Europe, faut rajouter la TVA, le transport, etc. Je pense que ça va être quand même assez cher. Mais bon, 1000 Hz, 1000 $, 1 euro le Hertz. Voilà, le retour de 1 euro le Hertz. Bon, on l'achète quand? Ah, on vient de craquer notre tirelire pour le 750 Hz, je pense qu'on va pas l'acheter tout de suite, mais en vrai c'est stylé. Je crois que c'est l'écran le plus rapide qui existe actuellement sur Terre. Et d'ailleurs, on l'avait pas dit, mais Ant Gamer, ça appartient à HKC, qui est une boîte qui existe depuis des années. Donc on avait dit que c'était une marque un peu inconnue, mais finalement, ils sont là depuis longtemps. Et HKC, ils font aussi des écrans plus haut de gamme avec des dalles beaucoup plus belles. Alors là, c'est pas forcément gamer, mais on a un écran quand même 5K, 180 Hz en 27 pouces, et on voit la qualité de l'écran qui est juste magnifique. Pourtant c'est que de l'IPS, hein. Ouais, franchement, c'est pourquoi acheter du Samsung ou du LG quand t'as des marques comme ça qui sont là depuis longtemps. Et surtout un truc qu'on vient de découvrir, et ça c'est vraiment stylé. Pour ceux qui suivent nos vidéos bon plan, on a tout le temps des écrans Core i en promo sur Amazon et à chaque fois on dit comment est-ce qu'ils font ces prix là. En fait c'est HKC, on savait pas la marque derrière du coup. Et là ils nous proposent du plus haut de gamme du coup ici. Là on a un QD OLED 240 Hz. On a regardé sur Amazon, il coûte quand même 800 €. C'est assez cher. C'est de la 4K, j'ai envie de dire, il y a une bonne résolution. Et là on a un autre écran qui a un 280 Hz QHD, toujours en QD OLED. On se demandait d'où vient Core i, on a notre réponse. Et alors celui-ci ils ont copié Samsung avec le Odyssey. On est sur un QHD 240 Hz. Pas mal hein. Aussi en Quantum Dot OLED. Après je trouve la dalle Elle est moins belle, hein. Ouais, un peu brillante et très épaisse. Ouais. Après je me dis, tu vois, quand tu dépenses comme ça plus de 800 € dans un écran, est-ce que tu prends pas plutôt du Samsung? Après on comprend mieux du coup d'où sortent ces écrans vraiment pas chers. Parce qu'il y a des Core i à 40 €, c'est un truc de ouf. On pouvait pas ne pas aller chez Hight, qui est quand même la marque américaine d'hardware. En fait c'est la marque de iBuyPower qui vend deux PC. En fait c'est un peu comme Flop aux États-Unis. C'est ça, c'est un peu comme si Flop lançait sa marque et en vrai les boîtiers sont quand même très jolis. On en vend d'ailleurs chez Flop, pas mal des Hight. Ici on a un prototype d'un nouveau boîtier, c'est le Z90. Alors ça c'est le premier prototype et bon les finitions, voilà. Un peu dégueu hein. On passera. Mais en vrai, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. L'idée est pas trop mauvaise. Ici, on a le deuxième prototype en noir et blanc. À mon avis, c'est imprimé en 3D et peint à la main. Je crois que les finitions sont dégueulasses. Tu veux mon avis? Mais l'idée est là. Tu veux mon avis? Dis-moi. Je trouve ça moche. En gros, l'idée, c'est que c'est 100% du mesh à l'avant, etc. Et il y a juste deux énormes ventilos dans le bas. Là, c'est deux énormes ventilateurs de 200 mm qui sont censés faire tout l'airflow du boîtier simplement depuis le bas. Ouais, pourquoi pas. Après, moi, je préfère le Y70 Touch Infinite, quoi. Ouais. Après, ici, on a le quatrième prototype et la version finale. Là, ils ont même mis les ventilos en façade du coup. En vrai, niveau airflow, ça doit être quand même vraiment bien. Et ça, tu m'expliques ce que c'est? Ça, c'est une alimentation. Ah. Mais là, on va pas alimenter grand chose. Je pense que c'est un prototype aussi, dans le même design. Et en vrai, c'est beau. En vrai, c'est sûr. Sur le stand d'Asus, c'est la première fois qu'on voit ça. On a un PC avec des hélices holographiques. C'est assez connu, on en voit souvent. Mais là, ils en ont mis 3 directement dans le boîtier. Regardez, on a une sorte de chambre transparente à l'avant. Et on a cet énorme ventilateur qui tourne. Et on peut absolument upload l'image qu'on veut, il n'y a aucun problème. Même à l'avant, au-dessus des ventilateurs, ils en ont mis encore. Alors, c'est pas des ventilateurs pour le PC, parce que comme on peut le voir derrière, c'est une vitre, c'est complet. Ça n'aère pas le PC, ça n'améliore pas le flux d'air. Ça aurait pu être le cas. Mais c'est vraiment juste dans le but d'avoir le design dessus. Pour l'instant, ils n'ont pas prévu de vendre le boîtier à part. C'est uniquement avec la config en entier à l'intérieur. Ça sera pas disponible tout de suite en Europe. L'idée est pas mauvaise, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même mieux en 2026? Bah clairement, il existe des dalles transparentes qu'on peut avoir avec du OLED ou quoi, bon c'est pas le même prix, mais ça aurait un rendu beaucoup plus joli. Ouais. Là moi j'aime pas du tout parce que déjà ça teinte pas mal le PC et surtout on voit en fait les lignes, je sais pas si on le verra à la caméra, Ouais. on voit toutes les lignes de l'image. Du coup ça rend vraiment la vidéo et l'image pas très quali. Aujourd'hui en 2026, je trouve qu'on pourrait avoir mieux. Pour moi ça c'est un produit de 2023 quoi. Ouais, c'est ça. Et même regardez l'épaisseur au final que ça fait dans le boîtier. Ça prend quand même beaucoup de place, ça a l'air assez lourd. Après, il y a un truc qui est stylé, c'est qu'on peut normalement upload une image sur les deux ventilateurs en même temps. Je pense que c'est plus utile pour un concept ou une marque sur des événements, mais avoir ça chez soi, je vois pas vraiment l'utilité. Ouais, moi c'est pas validé. Alors là on a trouvé une carte graphique complètement chelou. C'est Aorus Gigabyte qui nous sort ici une RTX, s'il vous plaît monsieur, 5090. Ah oui. C'est la Infinity. Le modèle est, je sais pas si ça fait ancien ou nouveau. En tout cas c'est osé et le plus important c'est que ça refroidisse. Tu trouves ça beau toi? Non. Moi je trouve ça vraiment spécial. Après je trouve que d'au-dessus c'est plutôt stylé. Puis le petit contour ici comme ça en plastique, c'est pas mal. Et en fait on a deux gros ventilateurs plus encore un petit ventilateur au milieu. Niveau refroidissement ils disent que c'est vraiment bien. Pourquoi pas la tester un jour hein. Bah, ils ont revu toute la chambre à vapeur, un peu comme la carte MSI Expert qu'on avait essayé. En soi, vous n'allez pas gagner des performances avec ça. Peut-être 1 ou 2 ou 3%.
mais pas 10% quoi. Non, c'est sûr. Après, à voir à quel prix elle sortira, mais niveau design, moi j'aime bien. Je trouve ça stylé, ça change. Là, on a trouvé des lunettes écran. Bon, on avait déjà vu ça l'année dernière, mais c'était pas vraiment au point. Tandis que là, ils ont fait une collab Rogue avec X-Real, qui sont quand même hyper connus dans les lunettes. C'est le R1, et là, on a carrément du micro OLED 240 Hz. Franchement, c'est hyper stylé. Fini la vie sociale, parce qu'en gros, avec ça, peu importe où t'es, tu peux mettre tes lunettes et avoir ton écran qui est droit devant toi, à la bonne taille, en full screen. Si t'es dans les transports, même à ton bureau, peu importe. Et surtout, c'est super simple, c'est simplement en USB type C. Bon, si jamais tu veux le mettre sur ton téléphone, sur ta Rogue Ally, ou peu importe ton device, tu peux le mettre. Et ce qui est bien, c'est que ça consomme rien du tout. Ça consomme entre 1 et 3 watts, donc ça va pas faire partir la batterie de ton appareil plus rapidement. C'est vraiment négligeable. Et c'est même compatible avec, par exemple, des PC ou des consoles qui ne le sont pas à la base. Parce que dans une Xbox, par exemple, tu peux pas mettre le type C et avoir de l'affichage depuis. Là, alors, tu as le petit dock ici en plus, que tu branches en HDMI par exemple, et qui lui va ensuite permettre d'utiliser les lunettes. Et le résultat, c'est pas aussi bien qu'un vrai casque VR, c'est mieux qu'un écran 3D un peu pourri, etc. Mais c'est confortable et surtout c'est super pratique. Donc après, pourquoi pas. les lunettes sans la collab avec Rogue coûtent en moyenne 600-700 €. Mais moi, ce que j'adore dans le produit, c'est vraiment le côté multiplateforme. Tu peux le connecter à ta Switch, comme à ton téléphone, comme à n'importe quel device. Et ça, c'est trop bien. Après, niveau prix, du coup, pour l'instant, ils annoncent environ 600 €. Ça fait quand même cher l'écran portable du coup, c'est plus un gadget un petit peu si vous avez le budget et que vous avez envie d'être à la pointe de la technologie. Et puis en vrai, si t'es dans les transports souvent, il y a quand même un côté cool. Au lieu d'être comme ça, plié, bah là t'es couché sur ta chaise Après, et t'as l'écran devant toi. Faites attention, n'achetez pas ça si vous n'avez pas un bon écran. Non. Vaut mieux avoir un bon écran à 600 € que ça quand même. Oui, clairement. Et c'est déjà la fin de cette vidéo CES les gars, franchement c'était pas mal. On finit sur des petites chaises autonomes, des chaises qui roulent toutes seules. On peut soit les utiliser, hop, ici avec le petit joystick. Il y a une caméra de recul et tout, mais elles peuvent aussi se balader toutes seules sur les salons. L'année prochaine, on sait comment on va se déplacer. Il y a même un capteur lidar et un détecteur de mouvement. Si je rentre dans Jarod, Ça s'arrête. ça s'arrête. C'est génial. C'est ça le CES. Tellement stylé. Allez, à l'année prochaine. Ciao!